Sois toi-même, réalise tes rêves. Ça, on l'entend tout le temps, n'est-ce pas? C'est un peu le mantra de notre époque, la quête de l'épanouissement personnel, comme si c'était la seule recette du bonheur. Mais imaginez un instant. Il y a 2500 ans, un philosophe a proposé une vision complètement différente. Une vision où le bonheur ne se trouve pas dans le moi, mais plutôt dans le nous. Alors d'un côté, on a l'image de l'individu, seul au sommet, qui cherche à atteindre son but personnel. Et de l'autre, on a l'idée d'une communauté qui avance ensemble sur un chemin commun, ce que Confucius appelait la voie, l'affirmation de soi face au bien commun. Est-ce que ces deux visions sont vraiment, mais alors vraiment, incompatibles? C'est un peu le débat de toujours, hein. La liberté de l'individu contre l'harmonie du groupe. On a souvent l'impression qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Mais et si Confucius nous montrait qu'on s'est peut-être trompé depuis le début? Parce que sa réponse, elle est beaucoup, beaucoup plus subtile qu'on ne le pense. Bon, passons à la suite. Parce que cette tension, ce n'est pas juste une idée philosophique en l'air, non, non. Ça a des répercussions très concrètes aujourd'hui, surtout quand on parle de ce fameux choc des valeurs sur la scène internationale. En gros, l'argument qu'on entend souvent, c'est que les droits de l'homme, c'est une invention purement occidentale, très centrée sur l'individu. Et donc forcément, ça ne pourrait pas coller avec des pensées comme le confucianisme qui, elle, insiste sur les devoirs envers la collectivité. Mais est-ce que cette opposition est vraiment si simple, si binaire? Alors, pour vraiment comprendre et dépasser ce cliché, il faut aller voir au cœur de la pensée de Confucius. Et là, on découvre que tout tourne autour d'un seul et unique concept. Un mot-clé qui, en fait, change complètement la donne. Et ce concept, c'est le ren. Alors oui, c'est un mot un peu difficile à traduire directement. On pourrait dire humanité, bienveillance ou sens de l'humain. L'idée centrale du ren, ce n'est pas du tout de s'effacer pour le groupe. C'est tout le contraire, c'est atteindre son plein potentiel humain, mais à travers ses relations avec les autres. Autrement dit, notre humanité se construit et se mesure à la qualité de nos liens. Et voilà, ça c'est l'application directe du ren. N'impose pas aux autres. Ça nous dit quelque chose, non? C'est notre fameuse règle d'or. Et elle a été formulée ici 5 siècles avant notre ère. Pour Confucius, tout part de là. La bienveillance, c'est d'abord et avant tout se mettre à la place de l'autre. Et c'est là qu'il faut vraiment tordre le cou à une idée reçue. Non, le confucianisme ne demande pas de sacrifier l'individu. Au contraire, tout son but est le perfectionnement moral de la personne. La seule différence, mais elle est de taille, c'est que pour Confucius, ce perfectionnement ne peut pas se faire seul dans son coin. Il est inséparable de nos rôles dans la société. Être un bon parent, un ami fidèle, un citoyen juste. Ok, donc si le ren, cette bonté intérieure, est l'objectif, comment on fait pour que ça marche en pratique, au quotidien, dans toute une société? Eh bien, Confucius avait un plan, un cadre très précis pour ça. Pour lui, toute la société repose sur un réseau de 5 relations de base. On a souverain et sujet, parents et enfants, mari et femme, frère aîné et frère cadet, et enfin amis et amis. Mais attention, ce n'est pas du tout une hiérarchie à sens unique. Le point crucial, c'est que chaque relation implique des devoirs mutuels. Le souverain doit être juste, le sujet doit être loyal, le parent doit prendre soin de l'enfant et l'enfant doit le respect. C'est cet équilibre, ce réseau de responsabilités partagées qui, pour Confucius, est la clé d'une société qui fonctionne bien. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Les rites, les règles de politesse, pour Confucius, ça n'a aucune valeur si ce n'est pas sincère. Saluer un ancien, par exemple, ça ne sert à rien si derrière il n'y a pas un vrai respect, un vrai ron. Les règles sociales ne sont pas là pour nous contraindre. Elles sont des outils pour nous aider à cultiver et à exprimer ce qu'il y a de meilleur en nous. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, le rin, les rites, revenons à notre question du début sur le choc des valeurs. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en creusant un peu, on trouve des points communs totalement inattendus entre la pensée de Confucius et nos droits humains modernes. Regardons ça de plus près. L'égalité naturelle de tous les humains. Ça ressemble étrangement à tous les êtres humains naissent égaux en dignité, non? L'idée que le mérite est plus important que la naissance, c'est la base de notre méritocratie républicaine. Et le plus fou, c'est peut-être le droit de renverser un tyran. Un disciple de Confucius, Mencius, l'a théorisé. Si un souverain devient injuste, il perd son mandat du ciel et le peuple a le droit de se révolter. Ça ne rappelle pas un peu le droit des peuples à l'autodétermination? Les parallèles sont assez frappants. Donc, on le voit bien, le confucianisme classique, à la base, est loin d'être autoritaire. C'est une pensée profondément humaniste. L'image qu'on en a parfois, celle d'une philosophie qui justifiait le pouvoir absolu, c'est souvent le fruit de récupérations politiques bien plus tardives qui n'ont pas grand-chose à voir avec le message initial. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que cette philosophie si ancienne peut encore nous dire?
La leçon, en fait, dépasse largement le simple débat Est contre Ouest. Et si, depuis le début, on se posait la mauvaise question? Si le vrai problème n'était pas liberté individuelle ou harmonie collective, le confucianisme nous suggère qu'il ne faut pas les opposer, mais les voir comme les deux faces d'une même médaille. Il n'y a pas de véritable harmonie collective sans la dignité et le respect de chaque individu. L'idée est donc de penser à une société où l'épanouissement personnel ne se fait pas en solitaire dans une sorte de compétition, mais se réalise à travers nos liens, nos devoirs et notre attention aux autres. En somme, une société où l'on grandit non pas contre les autres, mais avec et grâce aux autres. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez essentielle pour notre temps. On a construit nos sociétés modernes sur l'idée de droits individuels, et c'est une avancée immense, bien sûr. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu oublié de réfléchir à la place des devoirs, de ces responsabilités qui nous lient les uns aux autres, et qui sont peut-être tout aussi nécessaires pour qu'une communauté fonctionne? C'est une question qui mérite d'être posée.